Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et bonjour, bienvenue, soyez au rendez-vous. Bonjour. Bonjour mon petit Gilles. Bonjour. C'est votre gimmick ça, le R. Et bonjour. Bonjour, monsieur Duchamp. Vous allez bien, Gilles? Oui, très bien. On a une semaine chargée. Je suis ravi de vous voir pour cette semaine, pendant que Valérie se repose. Exactement, et on va dérouler l'actualité média dans un instant avec vous, Gilles, avec le zapping, mais on va dire bonjour à notre invité qui est une personnalité que l'on connaît bien si l'on aime l'actualité judiciaire. C'est le premier Dominique Rizet. Oui. C'est avant Dominique Rizet. Oui. Une référence pour les jeunes journalistes que j'étais quand j'ai commencé le terrain. Journaliste chroniqueur judiciaire pendant plus de 30 ans à France Télévisions. Dominique Verdaillan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez aux éditions du Rocher un livre passionnant, s'appelle Les Cabossés de la République. De la justice, pardon, les cabossés. Ça pourrait être aussi la justice de la République. Oui. Vous allez nous raconter toutes ces vies cabossées, que ce soit les victimes, que ce soit les condamnés, que ce soit les grands oubliés aussi du système judiciaire, cette broyeuse qu'est la justice finalement des vies des uns et des autres. Mais vous écoutiez les infos là tout à l'heure, l'actualité judiciaire aujourd'hui. S'il y avait un procès à suivre, vous iriez sur lequel ? Je pense que j'irai à celui de Monique Olivier à partir de demain. Ouais. Voilà, parce qu'elle est seule, puisque Michel Fourniret est décédé, et peut-être que sa parole sera un peu plus libre qu'elle n'était à Charleville-Mézières. Parce que Charleville-Mézières, elle était encore mariée à Michel Fourniret et elle était encore sous sa coupe. Là il est mort, elle n'a plus rien à gagner ni rien à perdre, de toute façon elle a déjà été condamnée, donc c'est un procès pour les victimes, mais voilà, que dira-t-elle sur son rôle? Parce que si on fait le parallèle un peu avec l'affaire Dutroux, c'est un couple, et c'est un couple dans lequel le rôle de la femme est peut-être encore pire que celui du mari. Ouais. Et c'est elle qui tenait peut-être les ficelles, on verra. Certains disent qu'elle était sous emprise, d'autres disent qu'elle était aussi manipulatrice. C'est un moment de vérité. C'est ça qui vous fascinait pendant les audiences, ces moments rares de vérité qu'il peut y avoir dans un prétoire, il y a une sorte de théâtralisation, il y a une dramaturgie, il y a un enjeu. Et puis, il y a quelquefois le miracle d'un témoin qui va dire quelque chose, d'un accusé qui va reconnaître que, en fait, l'accusé qui est à côté de lui n'y est pour rien. C'est l'affaire de la Motte du Caire, où effectivement, un jour, Didier Gentil dit « non, j'ai rêvé, Richard Roman, il est dans ma tête, mais c'est pas lui qui a tué la petite Cécile Jourdan. » Voilà, il peut se passer... un peu comme la publicité d'un grand magasin à une époque, il peut toujours se passer quelque chose. Donc quelquefois c'est vrai qu'il n'y a pas d'enjeu, parce qu'on sait que la personne sera forcément condamnée, mais il y a un enjeu quand même de vérité, d'une vérité. Allez, on va parler de ce livre avec vous dans un instant, de l'actualité judiciaire, également de la justice vue à la télévision, comment on filme, comment on fait entrer finalement la société dans les salles d'audience, parce que pour l'instant c'est très réglementé, mais il y a aussi la partie média et le zapping, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. De toute façon, je vous ai fait un zapping sur mesure. Vous verrez, il n'y a que de la justice. En ce moment, sauf mon premier titre historique. La France a de nouveau gagné l'Eurovision Junior. Ouais, j'ai madame. vu ça. Oui. Organisé à Cannes, c'est la Française Zoé Closure qui a gagné le concours réservé aux 9-14 ans. C'est notre deuxième fois consécutive et notre troisième victoire. Écoutez, Olivier Mine annoncer le nom de la gagnante en anglais dans le texte. France received 92 points. The winner is France. Sorry, this is unbelievable. Wow. Et c'est Zoé Closure, la grande gagnante de l'Eurovision Junior 2023 avec sa chanson Cœur. Congratulations, Zoe. What a night. on lui souhaite une longue carrière.
Ah, bah les jeunes, hein. Bah, c'est pour ça. Oui, vous m'avez surpris. Mais voilà, on peut féliciter le service public, Alexandra Redamiel. Et logiquement, on devrait l'avoir demain au plateau, madame la gagnante. Très bien. Hier, la mère d'Alexia, je vous demande pas si vous avez regardé leur vision, c'est pas votre truc. Hier, la mère d'Alexia est venue faire la promotion d'un documentaire consacré à l'assassinat de sa fille par son compagnon Jonathan Daval sur le plateau de l'Excellence et médiatique. Elle a révélé qu'elle avait découvert les aveux de Jonathan Daval, vous savez où ? À la télévision. On a appris quand même en direct de la part de la défense que c'était mon gendre le meurtrier, en direct à la télé à 20h le soir. Personne ne vous avait appelé avant ? Personne ne nous avait appelé avant. Ça se fait au même moment, ça se fait en direct. Ça se fait en direct à la télé. Et j'apprends que mon gendre est le meurtrier. Et en même temps, il retourne déjà la situation en disant qu'Alexia, c'était pas la victime, c'était lui la victime. Et là, je comprenais pas. Pour moi, c'était la 4e dimension. J'arrivais pas à l'intégrer. Jack, c'était le meurtrier. Et en plus, qui parlait déjà mal de ma fille. Et quand j'ai entendu Marlène Schiappa, là, je me suis dit, on va pas le laisser faire. Vous en pensez quoi de cette affaire ? Et surtout, moi, c'est les familles qui sont médiatisées, qui sortent des livres. Là, c'est un documentaire sur Canal+, où elle a donné, on va imaginer qu'elle a donné des archives d'Alexia et autres. Est-ce que ça vous choque quand, d'un seul coup, les familles sont médiatisées et font de l'argent ? Ou est-ce que, finalement, les familles des victimes ont toujours tous les droits, finalement ? Non, mais je pense que c'est révélateur aussi d'une carence de la justice, de mal communiquer, de quelquefois mal considérer les victimes. Et je me souvenons-nous, ou trop. Bon, on a tous effectivement parlé de ces notables, à commencer par Alain Maréchaux, qui est un cabossé. On a cité leur nom, on citait leur profession. On cachait quelquefois leur visage, mais quand le procès a eu lieu à Saint-Omer et que Myriam Badawi a fini par dire un jour non, j'ai menti, j'ai dit ce que disaient les enfants, mais c'est pas vrai, etc. La plupart se sont dirigés vers les caméras, se sont adressés à la presse pour dire un peu quelle était leur douleur, parce qu'en fait, c'était la presse qui les écoutait, alors que la justice ne les avait jamais écoutés. Et donc c'est ça qui est un peu révélateur dans cette histoire. Alors après, effectivement, il y a le côté mercantile et qui est là un peu condamnable. On se fait pas de l'argent sur son propre drame. Mais elle ne devrait pas écrire de livre alors. En même temps, elle a perdu sa fille. Oui, non. Quand je dis on se fait de l'argent, c'est-à-dire qu'on ne monnaie pas son intervention. Après, on écrit un livre, on touche des droits, c'est normal. Mais quand Paris Match vous dit je veux l'exclu, je vous donne 10 000 ou 15 000 euros pour venir raconter votre drame, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas, j'ai jamais travaillé à Paris Match, et en tout cas, nous, à France Télévisions, lorsqu'effectivement on arrivait à avoir en exclusivité le témoignage de parents d'une victime, etc., il n'y avait pas d'argent à la clé. Mais en revanche, il y avait effectivement cette démarche qui consistait de la part des victimes de dire « je n'ai pas été entendu par la justice, je n'ai pas été entendu par les policiers, je n'ai pas été entendu par les gendarmes, je n'ai pas été entendu par le juge d'instruction. Donc ceux à qui je peux m'adresser et ceux qui ont envie de m'entendre, qui ont envie de me donner la parole, c'est la presse. » Hier, Dominique Rizet était dans C'est à vous vendredi, était dans C'est à vous pour parler de l'appel bouleversant des parents du petit Émile, dont on n'a toujours pas de nouvelles. Pour lui, ça ne fera pas avancer l'affaire. J'y crois pas. En tout cas, s'il y a un seul auteur qui a si bien caché les choses et qui se tait si bien depuis si longtemps, depuis le 8 juillet, ça fait 138 jours, presque 4 mois, eh bien, celui-ci parlera pas. En revanche, si quelqu'un dans son entourage sait, est-ce que cette personne peut se manifester ? Si la personne sait, c'est quelqu'un qui est très proche de lui, ça veut dire le dénoncer
je suis pas sûr que ça. Mais là, vous parlez du corps et de mort depuis tout à l'heure. Il y a un espoir, même infime, qu'ils soient encore vivants quelque part, enlevés? J'ai envie de vous dire oui, mais j'ai envie de vous dire oui pour le principe. Quel épais mystère. Oui, vous diriez, vous, en tant que chroniqueur, si on vous demandait s'il était encore en vie, est-ce qu'un chroniqueur a le droit de dire « je pense qu'il est mort » ? Non, moi j'ai toujours une position, c'est quand je ne sais pas, et je le dis. Comme je dis souvent, on n'est pas un juge, on n'est pas un procureur, on est témoin du fonctionnement ou du dysfonctionnement de la justice, mais on ne fait pas des élucubrations, des suppositions. Voilà, comme je me suis toujours refusé dans la chronique judiciaire pendant 33 ans de donner mon sentiment sur la culpabilité ou non d'un individu. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de dire est-ce que la justice a fonctionné ou pas fonctionné. Donc parce qu'il y a un tribunal médiatique. Que ça vous gêne, Dominique Rizet, et comment la justice est mise en scène avec les stars de ceux qui racontent les histoires judiciaires maintenant à cette télé. Vous, Dominique Rizet, c'est pas votre tasse de thé. Non, c'est pas ça. Chacun a son approche, a son style. Je veux dire par là que l'avis de Dominique Verdeillan n'a aucun intérêt sur une culpabilité. J'en suis à 3 livres. À aucun moment j'ai donné mon avis pour dire il était coupable, il était innocent, etc. En revanche, le 2e livre que j'avais écrit, qui s'appelait L'audience est ouverte, j'avais dit, voilà, il y a un certain nombre de procès, effectivement, qui me laissent un goût amer, parce que je considère que, encore une fois, pardon, je le répète, la justice, elle n'a pas fonctionné. Et mon rôle, moi, c'est de décrypter, c'est d'essayer d'aider le téléspectateur, l'auditeur ou le lecteur à comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y a des affaires, vous êtes ému ? Parce que je suis toujours ému quand je parle de justice, parce que ça touche l'individu. Et je n'ai pas... c'est pour ça qu'il y a ce livre, c'est pour ça qu'il y avait le premier qui était Les magistrats sur le divan. On ne peut pas avoir suivi des procès pendant 33 ans sans être impacté. Alors je dis pas que j'ai du mal à m'endormir le soir, mais il y a des affaires qui sont toujours en moi. Lesquels ? Outreau ? Dutroux, Grégory, mais dans ce livre, j'ai aussi rencontré la grand-mère de la petite Agnès Marin, qui a été tuée par un camarade, si on peut dire, du lycée Saint-Genol. Chambon-sur-Lignon. À Chambon-sur-Lignon. Cette femme, elle m'a ému. Je l'ai rencontrée plusieurs fois avec son mari. Son mari est décédé. Aujourd'hui, elle est encore vivante, heureusement. Vous ne pouvez pas passer 2 heures avec cette personne sans être ému, et vous ne pouvez pas en parler sans être ému. Une autre affaire plus vieille, mais qui a marqué toute une époque, l'affaire Markovic, l'ancien garde du corps d'Alain Delon, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, qui a été découvert mort, enfui dans une décharge. La France va se passionner pour cette affaire, qui ne sera jamais élucidée, qui ne sera pas une réussite au niveau de l'enquête, comme le confiait Hervé Gattegno, qui était invité de C'est à vous également, et qui se demandait si, enfin, vous allez voir, est-ce que Alain Delon a peut-être échappé au pire. Il faut bien dire que l'affaire Markovic, c'est un thriller politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, extraordinaire, tout à fait hors norme, mais c'est aussi un fiasco policier et judiciaire, parce que sur la base de mon enquête, en remontant le temps, il me semble qu'on pouvait trouver réellement la solution de cette énigme et que la police et la justice sont passées à côté. Il était coupable, Alain Delon, d'après vous? Il a échappé au pire? J'en sais rien, c'est une affaire que j'ai pas suivie, donc vous l'avez pas suivie. Comme ça, je vais vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je me refuse de parler d'affaires dont je ne connais pas. Mais en revanche, c'est le rôle aussi de la presse de éventuellement dénoncer et de relancer une enquête. Alors voilà. D'ailleurs. Si non, vas-y. On est très très en retard. D'accord. Valérie, mais juste après on a beaucoup de temps. Valérie n'étant pas là, j'en profite pour mettre... Vous savez, elle le déteste, mais vraiment, elle l'a dit à l'antenne. Pour vous mettre en live, Eddie de Préto, que moi j'aime bien, qui a chanté en direct sur France 2, dans quelle époque. C'est pour toi, ma Valérie. Un peu de love et de tendresse, un peu de love et de tendresse, un peu de love, un peu de love, un peu de love et de tendresse. J'ai un petit peu
peu plus de chance avec vous ou pas? Alors, je connais pas bien l'artiste, très honnêtement. Donc, je vais pas dire. Non, mais c'est pas ça. Il y a pas de. Je dis pas que j'aime ou j'aime pas, mais je le connais pas très bien et non plus ce qu'il a produit. Excusez-moi de vous avoir interrompu, mais alors on est très en retard. Oui, mais il y a des pendules partout, donc je n'ai pas regardé la bonne. Allez, on s'arrête un court instant et on va se retrouver avec notre invité média, c'est Dominique Verdaillan, chroniqueur, journaliste judiciaire sur France Télévisions, France 2 et France 3. Pendant plus de 30 ans, on va parler avec lui de ce livre Les cabossés de la justice, est paru aux éditions du Rocher. On va rentrer effectivement dans l'intimité de ceux et celles qui un jour sont rentrés dans cette énorme machine qu'est l'institution judiciaire. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Sud Radio Média, l'invité du jour. Avec Dominique Verdaillan, journaliste et chroniqueur judiciaire, qui publie ce livre, Les cabossés de la justice. Et sur France 3, c'est Justice en France. France 2 maintenant. C'est France 2. Il est marqué France 3 sur ma fiche, donc c'est pour ça. Ah bah bravo. Voilà. Ah bah vous faites comme Valérie. Alors Dominique Verdaillan, je voudrais qu'on rappelle un chiffre que vous donnez dans votre livre, 4000 procès en assises chaque année. Il n'y a que 6% d'acquittés en première instance, 12% pour ceux qui font appel. Oui. Pour ceux qui vivent ce moment de l'acquittement, il y a cette fameuse phrase que l'on dit quand on est chroniqueur judiciaire ou les journalistes qui suivent ces procès au long cours, c'est de toujours regarder les jurés populaires revenir dans la salle d'audience après avoir délibéré. Ça s'est confirmé, c'est-à-dire soit ils regardent l'accusé, soit ils ne le regardent pas. Et en fonction de ça, on sait s'il est acquitté ou pas. C'est ce que disent les avocats. Effectivement, ils disent, quand tout le monde rentre, on essaye d'avoir le verdict avant l'heure, si je puis dire, en regardant les jurés. Ça, c'est vrai, avéré un certain nombre de fois, mais il y a quelquefois, évidemment, des surprises. En tout cas, c'est toujours un moment de tension très forte. Parler d'émotion tout à l'heure, ça a été le cas pour Patrick Dils. Quand Patrick Dils est jugé une 3e fois par la cour des assises, la cour d'assises des mineurs à Lyon, lorsque le président dit est-il coupable d'avoir tué les enfants de Montigny-les-Metz et qu'on dit non. À ce moment-là, il y a évidemment une rumeur et il y a des cris de joie, il y a des applaudissements quelquefois lorsque des verdicts sont rendus. Il y a aussi quelquefois des applaudissements lorsque des verdicts de culpabilité sont rendus. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette théâtralisation qui fait que on peut pas sortir indemne d'une justice. Alors pas quand on est chroniqueur, évidemment quand on est chroniqueur judiciaire, mais quand en plus on est une victime, quand on a été poursuivi à tort, quand on a été condamné à juste titre, mais qu'on a été placé en garde à vue, qu'on a été en détention provisoire, voilà, parce que c'est un cataclysme pour soi, par rapport à sa profession, c'est un cataclysme par rapport à sa famille. Certains ont perdu leur femme, certains ont, encore une fois, Alain Marécot n'a plus contact avec ses enfants. Ça fracasse des familles. Ça fracasse des familles. Et puis aussi, non seulement vous avez la vague judiciaire qui est dévastatrice, mais derrière, vous avez la vague médiatique qui fait pas non plus tellement dans la dentelle. Avec une justice qui marche avec les moyens qui sont les siens, c'est-à-dire parfois mal, vous en parlez à la fin du livre, ces problèmes d'informatique, ces manques de moyens, manque de greffiers, mais aussi il y a toute l'enquête, et demain débute donc ce procès de Monique Olivier. Donc, elle est poursuivie pour ce qu'il s'est passé à l'époque de son mari. Et il y a le père d'Estelle Mouzin dans cette histoire. Et on comprend ô combien il y a eu des dysfonctionnements. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dysfonctionnement, mais des errements de la justice qui font que peut-être on est passé à côté de savoir ce qu'était devenue cette petite fille. Le père qui témoigne dans votre livre. C'est pas peut-être. On est passé à côté. Puisque, en fait, très rapidement, elle est enlevée en 2003, très rapidement, le nom de Fourniret apparaît dans le dossier. Très vite, les magistrats belges me l'ont confirmé, le nom de Fourniret plane et est soufflé aux enquêteurs français par les enquêteurs belges.
Michel Fourniret lui-même dit à un moment, et il le redit avant le procès de Charleville-Mézières en 2008, vous devriez vous intéresser un petit peu à moi par rapport à, non, mais ça, c'est énorme, Estelle que Mouzin. lui-même le dise. Bon, voilà, lui-même le dit, il l'écrit, et puis il ne se passe rien. Donc quand vous avez face à vous Monsieur Mouzin qui accepte de parler, il a beaucoup médiatisé dans le bon sens du terme, qui vous dit mais j'ai vu 8, 9 juges d'instruction. Certains n'ont même pas ouvert le dossier, certains ne m'ont même pas reçu. Ce type, pardon, mais il me fascine parce que il y a cette espèce de colère froide avec beaucoup de dignité, beaucoup d'honneur, et qui vous dit la justice, voilà, elle n'a pas fonctionné, et donc je vais me rendre demain à la cour d'assises de Nanterre pour avoir même pas de réponse, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? On a été mauvais du début jusqu'à la fin. Et alors on verra ce que dira l'avocat général. Est-ce que l'avocat général à Nanterre présentera ses excuses au nom de l'institution judiciaire? Pardonne-moi, Gilles, sur terminer pour cette histoire-là, mais est-ce que c'était une bonne chose de créer on va dire, ce pôle de cold case, justement, pour toutes ces histoires? Il y a encore des histoires qui peuvent être résolues aujourd'hui. C'était une bonne chose que la justice se dote de on va dire, de ce service-là. Oui, parce que je l'explique, et encore une fois, le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, le dit aussi, les dossiers concernant Fourniret étaient aux quatre coins de la France. Mais il n'y avait aucune communication, il n'y avait aucun fichier. Donc chacun travaille dans son coin sans savoir si effectivement il y a des ramifications qui peuvent élucider l'affaire. Donc à partir du moment où on crée effectivement ce pôle case et concernant les affaires non élucidées, si vous avez un magistrat, des enquêteurs, plusieurs magistrats qui essayent de faire la synthèse, qui mettent les choses à plat, ça peut faire avancer les choses. Bon, il y a un trou noir, si je puis dire, dans Michel Fourniret, parce que il y a des années où on n'a rien à lui reprocher. Alors que probablement il a commis d'autres faits. Bon, maintenant il est mort, l'action est éteinte, mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de victimes dont l'enfant a disparu, qu'on n'a peut-être jamais même retrouvé, dont on n'a jamais retrouvé le corps, et peut-être que, là encore je ne lance pas une accusation, mais peut-être que la réponse est dans le dossier Fourniret. Comme l'affaire des disparus de Vous avez rencontré beaucoup de meurtriers, de gens qui ont violé, tué. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Est-ce que vous les considérez encore d'une façon humaine? Est-ce qu'ils sont sortis du champ humain? Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens qu'on viole 10 femmes, qu'on tue 15 ou 20 personnes? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces humains, que moi j'ai jamais rencontrés dans ma vie? C'est qu'ils nous ressemblent, en apparence. Je me souviens très bien de l'image effectivement de Michel Fourniret en 2008 quand il rentre dans le box avec Monique Olivier. On se dit ça pourrait être mon grand-père. C'est monsieur et madame tout le monde. Madame Monique Olivier, c'est madame tout le monde. Bon. Après, dans la façon dont il s'exprime, c'est-à-dire avec difficulté, en étant très pervers, très retors, là, vous vous dites, c'est effectivement un peu moins mon grand-père. Et puis quand vous rentrez dans le fond du dossier, là, évidemment, vous vous dites, bon, alors j'emploie pas le terme de monstre, mais c'est celui qui est employé par les victimes. Après, si j'étais avocat, je vous répondrais, tout individu a le droit d'être défendu, c'est un être humain, et par conséquent, il faut le considérer comme ça. Mais c'est la différence entre l'homme, et les faits qu'il a commis. Qu'est-ce qui pousse à passer devant la télé quand vous avez un Jonathan Daval ou les autres qui donnent des interviews, des interviews télé? Qu'est-ce qui les pousse alors qu'ils sont coupables à aller on va attendre face aux caméras? On va faire la pause et puis Dominique Verdaillon va nous répondre dans un instant sur cette fascination à travers le crime et les criminels aussi qui sont capables de se présenter devant la télévision. On va revenir dans un instant avec vous, Gilles Gansman et Dominique Verdaillon. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Chez Netto, on gagne tout. Sud Radio, le supplément média. Toujours avec Dominique Verdaillon, on évoquait avec vous, Gilles Gansman, ces affaires retentissantes où
on va dire le principal, le suspect numéro 1 est venu auparavant expliquer combien il est triste de la disparition ou de sa femme ou de sa mère ou de, enfin bref, comme dans l'affaire Daval. Est-ce qu'il y a à travers aussi cette question qui est fascinante un décalage entre le temps de l'enquête et le temps médiatique, c'est-à-dire que aujourd'hui on veut faire l'enquête le plus vite possible à travers les médias, et le temps de l'enquête judiciaire, le temps judiciaire n'est absolument pas calé sur ça. Ah oui, évidemment. Regardez, il y a encore quelques jours, il y a eu un rebondissement procédural concernant l'attentat de la synagogue de la rue Copernic. De la rue Copernic, ouais. Alors comment voulez-vous que, là encore, les victimes soient satisfaites du fonctionnement de la justice? Après, sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire le fait, effectivement, d'aller devant les caméras pour condamner un acte qu'on a commis soi-même, là on est dans le domaine de la psychiatrie, revenons en arrière, allons à l'affaire du petit Philippe Bertrand, enlevé par Patrick Henry, et vous avez Patrick Henry qui est dans la chambre de son hôtel et qui dit bah oui, ce salaud, il faudrait l'arrêter, peut-être même, dit-il, si ma mémoire est bonne, à Jean-Pierre Abou, confrère de TF1, qu'il faudrait même qu'il soit condamné à mort, alors que l'enfant était enroulé dans le tapis sous le lit. Là, vous avez un espèce de mécanisme, encore une fois, qui tient de la psychiatrie, que vous ne pouvez pas expliquer. En tout cas, ça dépasse l'entendement. Évidemment que de temps en temps, on peut avoir de la compassion vis-à-vis de quelqu'un qui a commis un crime odieux. On a de la compassion. Il y a quelquefois d'ailleurs des avocats généraux qui reconnaissent des circonstances atténuantes à une femme qui a tué son mari parce qu'elle le violentait. En revanche, vous n'avez aucune compassion vis-à-vis de quelqu'un qui enlève un enfant, qui le viole, qui le maltraite. Bon, voilà, on peut pas avoir de la compassion vis-à-vis de Michel Fourniret, on peut pas avoir de la compassion devant Marc Dutroux. Mais ils ont un avocat. Oui, parce que ça, c'est quand même encore Mais lui, vous pensez qu'il n'a pas une certaine compassion pour son client? Non, il n'a pas une compassion, il a simplement un rôle, une mission à faire. C'est pas pour ça que, encore une fois, mais ça c'est les avocats qui le disent eux-mêmes, c'est pas parce que vous défendez un individu que vous défendez sa cause. Mais heureusement, on a une justice. Alors, elle est longue, elle est compliquée, voilà. Mais on a une justice qui existe et tout le monde a le droit d'être jugé et d'être défendu. Alors moi, je voudrais revenir un peu dans le côté média. Est-ce que vous avez été, parce que maintenant c'est devenu une mode, est-ce que vous avez été considéré à France Télévisions? Est-ce que à une époque vous arriviez avec des affaires, des interviews, puis on vous disait non, là on a un truc très important, non, on a de la politique, non, il se passe un truc aux États-Unis. Est-ce que au départ, parce que moi c'est ça que j'admire chez vous, c'est que vous êtes resté droit dans vos bottes, dans la justice, mais moi je pense qu'à France Télévisions ça devait être très compliqué de s'imposer. Est-ce que ça a été le cas? Vous savez, un journal, il fait que... Pas de langue de bois, hein? Non, mais un journal ne fait que quelquefois 30-35 minutes. Donc on sait qu'on n'a pas toujours la place. Alors c'est vrai, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai remarqué que la place de la justice dans les journaux était moins importante qu'à une époque. Alors, je veux pas jouer, comme on dit, les vieux... vous voyez ce que je veux dire? Bon, évidemment, à une époque, Simone Weber, c'était presque tous les soirs dans le journal. L'affaire Grégory, pareil. Voilà, les années passent. La structure médiatique a changé. Les chaînes info ont changé la donne. Les réseaux sociaux ont donné la donne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne feuilletonnez plus. C'est une fois de temps en temps. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai mal vécu quand je me suis laissé entendre dire... par mon rédacteur en chef ou mon chef de service, bon bah voilà, le réquisitoire sur Balkany, on le prend pas, ce sera une brève. Ouais. Voilà. Oui. C'est compliqué de faire transparaître ce qui se passe dans une salle d'audience au grand public. C'est tout un art aussi d'écouter, de ressortir un moment de ces temps forts et ces temps faibles. D'autant plus en télévision, je trouve. Et je rebondis sur vous. Est-ce que vous êtes manipulé par les avocats? Est-ce qu'on vous propose des choses à vous, journalistes, en disant j'aimerais que tu me dises ça va m'arranger pour l'affaire? Ou la police qui dit est-ce que tu peux donner telle information à l'antenne sur un crime? Est-ce que vous, parfois, vous êtes manipulé? Moi, j'appelle pas ça de la manip. Alors, on peut se faire manipuler. Après, un journaliste doit toujours vérifier ses sources et doit les recouper.
Non, là, je vous parle de rendre service. Mais d'un avocat ou un procureur. Moi, j'ai toujours refusé. Mais ça arrive, il y a des demandes. Oui, ça arrive. C'est une tactique de défense ? Pardon ? Ça pourrait être assimilé à une tactique de défense ? Évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, là encore, éventuellement l'avocat ou la victime ou son avocat n'arrive pas à joindre directement le juge d'instruction, on passe par les médias, mais ça a toujours existé. On résiste ou on résiste pas. Après, on peut très bien effectivement refuser parce qu'on considère qu'on se fait manipuler, et puis de temps en temps, on peut accepter en disant c'est aussi mon intérêt, et puis aussi peut-être parce qu'on se dit si c'est pas moi qui accepte, ça sera le voisin d'à côté. Donc là, on est... Et livrer un scoop qui peut mettre en péril l'affaire, le scoop passe devant ? Non. Non, et vous vous souvenez évidemment de l'affaire Guy Georges, qui était identifiée, repérée, et les policiers de la police judiciaire et de la brigade criminelle avaient très mal apprécié qu'un confrère révèle qu'on était sur la piste de Guy Georges et qu'il allait être arrêté dans les heures qui venaient. Bon, heureusement, il a été arrêté, mais voilà, quand effectivement ça peut mettre en péril une enquête, je pense qu'il est bon de remettre. Vous diriez que vous êtes de la vieille école ? Je ne sais pas. Par rapport aux autres ? Je ne sais pas. Je vais vous faire écouter quelque chose. C'était vendredi soir sur TF1 et il y avait une nouvelle affaire judiciaire. C'était le juge Arthur qui jugeait. Bienvenue dans mon tribunal. Je déclare la séance ouverte. Faites entrer les belligérants. C'est dans la poche. Imaginez un nouveau tribunal où on rend la justice. Faites entrer la pièce à conviction. Objection. Dans la joie et la bonne humeur. Un cadeau. Querelle de voisinage, crise familiale. Il aime casser la tête. Litige amoureux. Je souhaiterais me marier. On n'est pas que c'est. Des conflits bien réels avec de vrais plaignants. Des vrais cas, mais des faux avocats. Qui ne reculent devant rien. Les femmes en ont marre de se faire trahir par des hommes comme lui. Alors, est-ce que vous avez vu cette nouvelle émission ? Ce sont des vrais cas qui sont jugés, des vraies personnes qui viennent se témoigner avec des avocats qui sont joués par des comiques et Arthur qui juge l'affaire. Alors moi, j'ai trouvé le programme très bien, très divertissant. Je ne sais pas si vous l'avez regardé et si cette mise en scène de la justice vous choque ou pas ? J'ai pas regardé, je regarderai pas. Parce que la justice n'est pas un spectacle. Et celui qui vous parle là, c'est plus simplement l'auteur des Cabossés de la justice, c'est le présentateur de Justice en France. Et si vous voulez, voilà, pardon, mais on fait pas le même métier. Donc Justice en France, c'est une émission qui est sur France 2, les prochaines sont sur le 13 et le 20 décembre. Ce sont des captations d'authentiques procès, qui sont à la fois des procès en correctionnel, affaires familiales, surendettement. Voilà, c'est des captations puisque la loi l'a permis depuis fin 2021. C'est un montage que nous faisons sur 45 minutes et ensuite on décrypte avec un vrai avocat, avec un vrai magistrat. Et voilà, parce que la justice... On peut pas en faire un divertissement. Non. Même comme les flagrants délires de France Inter. C'était de la parodie. Oui, mais parce que c'était de la parodie et c'était drôle. Et là, il y a des vrais gens. Et des vrais cas. Oui, mais je veux dire, la justice est trop sérieuse pour que... encore une fois, j'ai pas regardé l'émission, donc bon. Mais je suis suffisamment agacé quand il y a dans des films, quand il y a dans des séries télévisées, des grosses erreurs. Oui, mais ça, c'est parce qu'on connaît pas nos justices, on connaît plus la justice américaine, avec Votre Honneur, avec... Raison de plus pour montrer la réalité, plutôt que quelque chose qui est, alors, soit du spectacle, soit du divertissement, plutôt que... voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique, par exemple, de l'affaire de Crépol aujourd'hui, en termes d'enquête? On voit le procureur qui est aujourd'hui... entre guillemets, pointé du doigt pour soi-disant cacher, pour éviter d'envenimer les choses. Quel est votre regard de journaliste sur ce traitement médiatique d'un fait de société, dit-on? À la fois, je me félicite que la magistrature, et souvent par la voix du procureur, s'exprime. J'ai trop longtemps connu une période où on disait des magistrats qui vous donnaient même pas l'heure. Et la justice était comparée un peu à l'armée, c'est-à-dire la grande muette. Donc que la justice communique,
pour remettre les pendules à l'heure, pour préciser un certain nombre de choses, pour faire des appels, comme vient de le faire effectivement le procureur, sur le rappel qu'on ne doit pas faire justice soi-même. Ce qui me pose, moi, beaucoup plus problème, mais là on part sur autre chose, c'est la récupération politique d'un fait divers. Voilà, ce livre passionnant, on aurait pu en parler encore pendant une heure. Je vous le recommande vraiment, Les cabossés de la justice aux éditions du Rocher. Et puis, pour connaître sa justice, faut savoir comment elle fonctionne. Il n'y a rien de plus vrai. Emmenez vos enfants, par exemple, vos adolescents dans une cour d'assises. C'est vrai que c'est très, très important. Justice en France, le premier mercredi par mois. Le prochain numéro, c'est 13 et 20 décembre à 22h45. Et on sera sur France 2. On sera sur quel type d'affaires ? On sera dans un tribunal de police et dans des affaires familiales. Donc ça veut dire la justice de tous les jours de monsieur et madame tout le monde, et que ça peut arriver à tout le monde. Merci infiniment Dominique Verdaillan. Merci pour votre présence. Gilles, à demain ? Ouais, je vois. Oh non, je rigole, je taquine. Bon, évidemment. allez, nous on va se retrouver avec nos débatteurs dans un instant. On va tenter de se mettre d'accord sur les sujets d'actualité. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Gérald Darmanin, vous regrettez d'avoir dit que Karim Benzema était en lien notoire avec les frères musulmans ? Je ne regrette pas de constater qu'il y a malheureusement des influenceurs importants, que je respecte en tant que sportif ou en tant que chanteur, qui malheureusement ne sont pas capables de faire un tweet pour dire qu'un policier... Vous avez dit. Il est en lien notoire avec les frères musulmans. Il y a un système radical qui s'exprime de manière générale parmi les influenceurs. Je pense que c'est naïf de ne pas le voir et c'est naïf de ne pas le dénoncer. Sud Radio, parlons vrai.